responsabiliser le mouvement sportif et l'autonomiser. Concrètement, quelles sont ces contreparties pour lutter justement contre les VSS, entre autres? On en a cité quelques exemples. C'est des actions de sensibilisation, de prévention, de formation des intervenants, des éducatrices, des éducateurs, des dirigeants. Et sont-elles obligatoires? Aujourd'hui, elles sont pas obligatoires. Ça dépend un petit peu de l'orientation qui est donnée par la fédération. Et progressivement, je pense que cela va s'organiser de manière plus formelle et prescriptive, notamment une fois que l'ensemble de ces contrats de délégation seront engagés. Alors justement, puisque vous nous avez parlé d'actions, en tout cas vous en avez cité quelques-unes, comment est-ce que vous évaluez ces dispositifs que vous financez justement en termes de prévention? Quels sont les indicateurs? Comment est-ce que vous faites cette évaluation? Alors, on demande effectivement, au moment du dépôt de l'ensemble de ces actions, à la fois des dossiers descriptifs, des actions et des objectifs qui sont orientés, ensuite des bilans des actions qui sont réalisées. Donc, on peut monitorer par l'intermédiaire notamment de plateformes et d'outils informatiques et de systèmes d'information. Et ensuite, nous, on a décidé en interne à l'agence de mener un certain nombre d'audits en direction des fédérations, notamment sur leur contrat de développement, pour évaluer et voir dans quelle mesure les actions étaient bel et bien réalisées. On l'a fait l'année dernière pour une vingtaine de fédérations, 20 fédérations plus précisément. Pour 2023, c'est l'objectif également à la fois de suivre au niveau national les actions engagées par les fédérations, mais d'aller plus loin dans le cadre des projets sportifs fédéraux pour suivre plus précisément des clubs, des comités, des ligues et aussi des structures qui bénéficient de crédits dans le cadre de l'accession au sport de haut niveau. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on regarde finalement la réalisation de l'action et on en fait un compte-rendu d'audit très précis. Alors, juste peut-être une remarque, parce que je reviens un tout petit peu en arrière, parce que si les actions, en tout cas tout ce qui est mis en place, n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de conditionnement. Ou alors, on ne peut pas conditionner quelque chose qui n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est là où je pense qu'il y a une subtilité quand même sur laquelle nous on insiste beaucoup, parce qu'à partir du moment où la question de la formation au VSS n'est pas une obligation, on ne peut pas conditionner les financements aux fédérations au fait qu'elles ne fassent pas de formation ni d'action de prévention en direction des VSS. Et peut-être une question subsidiaire, comment vous choisissez les actions que vous décidez de financer en lien avec les fédérations? Est-ce qu'il y a des appels à projets? Est-ce qu'il y a un comité qui décide de quelles associations avec lesquelles on travaille et quel type d'action on décide de mettre en place? Est-ce que ce sont les fédérations elles-mêmes qui vous sollicitent sur certaines actions? Alors, il y a une comitologie qui est propre à l'Agence nationale du sport. C'était aussi les fondamentaux de sa création. Donc, pour chacune des thématiques que j'évoquais tout à l'heure, notamment la question de l'emploi, la question des équipements, et puis en lien, bien sûr, avec la déclinaison territoriale, donc les conférences régionales du sport, les conférences des financeurs, il y a une comitologie qui réunit les 4 collèges de l'agence, donc l'État, représenté par le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, le mouvement sportif, olympique, paralympique, les représentants des collectivités territoriales, principalement des élus qui sont autour de la table, et puis les représentants du monde économique. Donc on a des commissions à dimension consultative qui évaluent et traitent de l'ensemble de ces sujets. Et donc ensuite, dans nos soutiens aux fédérations, on a plusieurs dispositifs. Il y a effectivement au niveau national les contrats de développement et les contrats de performance qui accompagnent le sport, du développement du sport sous toutes ses formes, mais aussi le sport de haut niveau. Et il y a différents appels à projets qui nous permettent d'accompagner de manière assez spécifique la médiatisation du sport féminin et du parasport, la transformation digitale et numérique des fédérations, le savoir nager et l'aisance aquatique. Enfin voilà, une dizaine de dispositifs qui viennent compléter finalement les orientations que l'on porte en termes de politique publique du sport. Alors j'entends effectivement, mais sur la question des critères précisément, je pense que vous n'avez pas réellement répondu à la question. Donc quels sont les critères que vous utilisez? Et puis, j'entends sur la question de la pratique du sport, mais très peu de choses finalement sur la lutte contre le racisme, les discriminations, l'homophobie ou encore les VSS. Donc, est-ce que vous avez des exemples en tête précis? Et est-ce que sur la base du monitoring que vous faites, vous avez été amené à arrêter certaines actions?
Alors, de manière, en essayant d'être le plus précis possible, alors il y a plusieurs orientations. C'est-à-dire que dans les notes de service que l'on diffuse, pour cadrer soit les projets sportifs fédéraux, soit les contrats de développement, eh bien, on demande, bien sûr, et c'est des éléments qui sont très précis dans la convention d'objectifs entre l'État et l'agence, un certain nombre de projets portés en direction du développement du sport féminin, de la prise en compte des notions d'éthique et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de lutte contre les discriminations, ce que je disais tout à l'heure, plus 477% de budget en 10 ans sur l'ensemble des discriminations. Donc ça vaut pour les violences sexuelles et sexistes, mais ça vaut aussi pour la lutte contre l'homophobie, ça vaut pour la lutte contre le racisme à travers différentes actions. Et donc, dans notre organisation, alors bien sûr, on part bien souvent des propositions d'actions que font le mouvement sportif. C'est quand même la base de notre action. C'est d'ailleurs une des modalités qui a évolué par rapport au CNDS qui existait jusqu'en 2019, puisque le CNDS fixait 3 à 4 grandes priorités annuelles. Là, on a décidé de renverser un petit peu l'orientation en donnant un cap global, mais en laissant chaque fédération développer et proposer sa stratégie de développement de la pratique dans un objectif d'augmentation des licences, d'augmentation des pratiquantes et des pratiquants pour atteindre cet objectif de 3 millions de licenciés et pratiquants supplémentaires d'ici 2024. Donc on part quand même de l'identification des besoins territoriaux et nationaux des fédérations, et ensuite on a effectivement un certain nombre de critères d'évaluation qui nous permettent de suivre sur les sujets de licence féminine, de licence parasport, d'ouverture de clubs, d'intervention dans les territoires prioritaires, qu'ils soient QPV ou ZRR, une batterie d'indicateurs qui nous permettent de suivre, en termes d'indicateurs, la notion de performance à la fois sociale, sportive et sur l'accompagnement de nos partenaires et des associations sportives. Je peux y aller si tu veux. Alors, ouais. Qu'avez-vous mis en place en termes de procédure à l'ANS pour garantir la bonne, on va dire, utilisation des fonds, soit en direction des fédérations ou des athlètes en direct? Alors, il y a parmi nos 7 commissions qui sont inscrites dans notre convention constitutive, un comité d'audit, d'éthique, de déontologie et des rémunérations qui existe depuis la création de l'agence en 2019, qui est présidé par Philippe Lamblin et qui se réunit plusieurs fois par an et qui évoque un certain nombre de problématiques internes, mais surtout qui suit au long cours la maîtrise et la cartographie des risques interne à l'agence. Dans ces risques, et c'était d'ailleurs une des préconisations de l'Agence française d'anticorruption lorsqu'elle est venue chez nous, eh bien, on met en place un certain nombre de mesures, alors notamment parmi notre gouvernance, avec des déclarations d'intérêt, notamment aussi bien au niveau de l'Assemblée générale que du conseil d'administration et de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'agence. On a également, au niveau de la direction et de la gouvernance de l'agence, la déclaration à la HATVP du président, du directeur général et du responsable de la haute performance. Et puis, on met en place un certain nombre de process assez classiques, des déports systématiques lorsqu'il y a un potentiel conflit d'intérêts, également des formations, de l'AFA notamment, qui est venu dans nos locaux, et puis des process en fonction des dispositifs. Et ces process, c'est notamment sur ce que j'évoquais, les projets sportifs fédéraux, 75 millions, une intervention quand même très forte des fédérations dans la mise en œuvre de ce dispositif, 16 000 structures bénéficiaires. Et là, effectivement, on a toute une méthodologie qui existe, dans laquelle, notamment, sur l'instruction des projets qui sont portés par les clubs, par les comités, par les ligues, eh bien, on a une commission, on va dire, tripartite, avec des représentants des élus fédéraux, des cadres d'État, lorsqu'il y en a, des cadres fédéraux, et puis en observateur, une conseillère ou un conseiller de l'Agence nationale du sport qui suit ces commissions. Chacune de ces commissions donne lieu à des procès-verbaux qui nous permettent de suivre l'instruction des dossiers des associations sportives pour lesquelles la fédération, ensuite, sollicite l'agence pour un paiement
et un versement financier en direction de ces structures. Donc ça, c'est un certain nombre de process très importants pour nous. Et j'ajoute que les présidents, directeurs généraux, directrices, directeurs techniques nationaux des fédérations, dans le cadre de ces PSF, doivent également nous remplir une déclaration d'intérêt. Et d'ailleurs, les paiements ne sont pas engagés tant que ces déclarations d'intérêt ne sont pas récupérées chez nous. Pour l'ensemble des fédérations, ce qui représente un peu plus de 100 fédérations avec qui on est contractualisé dans le cadre de ces PSF. Donc, une fédération qui n'a pas de comité d'éthique peut-elle toucher des subventions ? Alors aujourd'hui, ce qu'on demande effectivement dans les commissions PSF, c'est qu'il y ait le président ou un représentant de la commission d'éthique de la fédération. Alors lorsqu'elle n'existe pas, eh bien, on ne demande pas particulièrement, mais il me semble que l'installation d'un référent éthique ou d'une commission d'éthique ne relève pas forcément de l'autorité de l'agence, mais en tout cas est quelque chose qui est fortement préconisé en direction des fédérations. Donc nous, on s'appuie sur ces référents et bien sûr, on incite et on a même écrit à ce qu'ils soient représentés dans chacune de nos commissions. Et je me permets de préciser sur les grands événements sportifs, le financement de la DIGES. Nous sommes en train de finaliser la rédaction d'un cahier des charges qui rendra obligatoire finalement le label terrain d'égalité et donc des éléments précis d'éco-responsabilité et de mesures de lutte contre les discriminations ou contre les violences sexistes et sexuelles pour bénéficier des financements liés à l'organisation de ces événements sportifs. Avec une évaluation régulièrement par la FNA. Alors, moi je suis désolée, mais vous m'avez un peu perdue parce que je trouve qu'il y a beaucoup de commissions, beaucoup de comités, beaucoup d'empilements, mais en fait c'est un peu ce qu'on s'est rendu compte quand on a commencé à regarder ce monde du sport où finalement on a l'impression qu'il y a plein d'agences, plein de structures et donc j'avoue que je ne comprends pas très bien en fait comment les choses se mettent bout à bout parce que j'ai plutôt le sentiment, d'une part que sur les actions de prévention et la manière dont les financements se font, les fédérations sont jugées parties puisqu'elles proposent, elles prennent, il n'y a pas vraiment de condition, enfin c'est pas vraiment conditionné, donc voilà, c'est peut-être là-dessus quelques précisions et un peu le sentiment aussi que du coup vous avez délégué la responsabilité de choisir les actions, les clubs à soutenir, parce que sinon il faudrait vraiment préciser quelle méthodologie précisément, les instructions de dossier, vous avez évoqué les élus fédéraux, les cadres d'État, les cadres fédéraux, quelle responsabilité de l'ANS en fait dans ces instances finalement, puisque on a l'impression que c'est plein de comités qui s'empilent, qui prennent des décisions, mais en fait, voilà, c'est quoi la méthodologie ? Alors, je pensais avoir essayé de le développer, mais je vais le refaire en essayant de faire mieux. On a, à la création de l'agence, et c'était un des souhaits qui avait été porté, réorienter en termes de dispositif ce qu'on appelait la part territoriale du CNDS. Cette part territoriale, elle était pilotée par les directions régionales jeunesse, sport, cohésion sociale, en lien avec les DDCS, et il a été convenu, au moment où on a créé l'agence, que le développement des pratiques sportives, plutôt que d'être piloté à travers des structures nationales, et notamment le CNDS, et 2 à 3 ou 4 orientations par an, eh bien, il était préférable de les confier aux fédérations parce que le développement de la pratique du judo ne cherche pas ou n'a pas les mêmes leviers de développement que dans l'athlétisme, dans le handball ou dans le basketball. Et donc, il a été demandé, à partir de 2019, à chaque fédération d'écrire son projet et sa stratégie en matière de développement des pratiques. Donc, ces stratégies existent, elles ont été écrites, elles sont toutes disponibles sur le site internet de l'Agence nationale du sport. Ensuite, on leur a demandé de mettre en place une méthodologie qui est cadrée par nos soins, puisqu'on reste le payeur in fine de l'ensemble des financements, de manière à ce qu'elle nous explique quelles sont les priorités qu'elle demande à leur club de mettre en œuvre pour développer la pratique sportive. Donc c'est typiquement, et on retrouve très souvent le développement de la pratique pour les jeunes, on retrouve très souvent le développement de la pratique féminine et un certain nombre de leviers qui sont finalement un tronc commun assez général à l'ensemble des politiques sportives, qu'elles soient territoriales, fédérales ou nationales. Donc nous, on reste quand même le payeur in fine de ces actions. Par contre,
la méthodologie, l'instruction des dossiers sur le fond, sur la pertinence des actions qui est menée et qui sont menées par les clubs, eh bien ça, c'est aux fédérations, effectivement, qu'on a délégué le suivi et l'instruction, parce que c'est elles qui, finalement, sont les plus à même de juger si, dans leur club, dans leur comité, dans leur ligue, eh bien, les leviers de développement sont bien mis en œuvre. Donc ça, c'est un parti pris qui a été fait, effectivement, à la création de l'agence et qui donne lieu aujourd'hui à une instruction. Alors ça allait de pair avec à la fois une autonomisation des fédérations, mais aussi une responsabilisation, puisqu'elles sont elles-mêmes co-instructrices des dossiers que leurs clubs vont percevoir. Mais dans le cadre des projets sportifs fédéraux, ce n'est pas les fédérations qui perçoivent des financements en tant qu'entité associative nationale, c'est les clubs, les comités et les ligues régionales. Oui, mais du coup, c'est bien pour ça que je vous disais que j'en avais le sentiment que c'était un peu juge et parti, puisque la fédération avec ses clubs, donc en fait, elles travaillent ensemble. Du coup, la fédération évalue ce que font les clubs, qui eux-mêmes donc proposent des choses pour recevoir des financements. Et donc, vous, en fait, à quel moment vous intervenez? C'est-à-dire qu'à part donner la subvention ou donner les fonds, à quel moment vous intervenez? Est-ce que vous faites, vous, une évaluation selon des critères précis suite au financement que vous avez donné? Oui, en fait, dans le cadre de tout simplement de la méthodologie d'instruction, des propositions de financement qui sont faites par les fédérations, nous, on a une équipe chez nous, alors c'est 8 personnes, conseillers en charge du développement des pratiques sportives, qui suivent en moyenne entre 15 et 20 fédérations sportives, qui sont chargées du suivi de ces instructions. Alors effectivement, j'ai parlé du respect des process parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Quand on est amené à suivre 26 000 actions à travers 8 personnes, de fait, on ne les connaît pas chacune parfaitement. Donc on est obligé déjà d'avoir des process solides qui nous permettent de garantir à la fois une bonne déontologie d'instruction et un sérieux dans l'accompagnement. Et ensuite, eh bien, c'est nous qui effectivement analysons les cahiers des charges qui sont donnés par les fédérations, les orientations qui sont proposées en termes de politique fédérale par la fédération, et ensuite qui mettons ou non en paiement les propositions des fédérations. Et il peut nous arriver de ne pas valider un projet sportif fédéral et des validations de ventilation budgétaire si on estime qu'il y a encore des questionnements ou au contraire qu'il peut y avoir un parti pris dans les projets. Et peut-être juste... Je voulais préciser également que depuis 2022, chaque association sportive qui bénéficie d'un financement de l'agence doit également signer la charte de déontologie que l'on a mise en place, et notamment sur le respect des principes de la République et de laïcité. Et donc chaque club percevant un financement doit systématiquement signer cette charte également pour pouvoir percevoir un financement de l'agence. Merci. Alors, peut-être une question qui est un peu... On va sortir un peu de la question des financements des clubs. L'ANS a à la fois des prérogatives sur le choix des athlètes qui figurent dans le cercle de la haute performance et à la fois les subventions individuelles fléchées pour ces athlètes. En tant que directeur général, pouvez-vous nous dire sur quels critères vous procédez à cette sélection ? Oui, alors sur le cercle de la haute performance, il y a des critères qui sont très objectifs, c'est-à-dire que c'est des critères de résultats sportifs dans les grandes compétitions internationales, donc championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux olympiques, paralympiques également, ou bien de ranking international, donc de classement en fonction des disciplines sportives et en fonction des sports. Et c'est ça qui nous permet de déterminer les entre 5 et 600 sportives et sportifs de haut niveau qui émargent à ce cercle de la haute performance. Donc c'est vraiment des résultats sportifs qui nous permettent d'objectiver, de faire partie de ce cercle ou non. Et d'ailleurs, une fois qu'on est dans ce cercle, on peut tout à fait en sortir, soit s'il y a des sujets de dopage qui sont mis en exergue entre-temps dans le cadre de l'année qui s'écoule, soit parce qu'on s'éloigne en termes de performance sportive et d'échéances sportives. Alors pour nous, l'échéance suprême, bien sûr, à court terme, c'est celle des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais s'en suivent très vite après 2026 pour les Jeux d'hiver et 2028 à Los Angeles. Donc voilà, on est dans ce cadre-là. Et pour ces sportifs du cercle de la haute performance, eh bien, on s'est engagé à garantir
garantir un revenu minimum de 40 000 € par an. Et puis, on élargit un petit peu le scope et on a un peu plus de 2000 athlètes complémentaires qui, effectivement, nous sont identifiés à travers ce qu'on appelle les cellules de performance, en interaction avec les fédérations sportives, avec les directions techniques nationales et qui bénéficient aussi d'un accompagnement plus précis de manière à les accompagner avec à l'idéal des performances qui permettront de rentrer dans le cercle de la haute performance et d'avoir un accompagnement sur mesure pour les accompagner jusqu'à l'optimisation de leurs meilleurs résultats sportifs. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez développer le sport féminin. Nous, on constate aussi que les VSS sont souvent, on rencontre beaucoup plus souvent des victimes femmes à plus de 90%. Et pour autant, quand on regarde votre bilan pour 2022, les moyens financiers de l'ANS qui ont été consacrés à la pratique du sport chez les jeunes filles et les femmes a diminué. En tout cas, les moyens ont diminué de 9,6 à 9,3%. Comment vous l'expliquez ? Alors effectivement, dans notre rapport d'activité, dans les chiffres et les indicateurs qui sont suivis par le ministère des Sports, il y a un certain nombre d'évolutions d'une année à l'autre qui sont posées avec des objectifs d'amélioration, de progression et d'augmentation. Peut-être une précision, c'est que dans l'analyse et le ciblage des actions que l'on accompagne, la bonne traçabilité entre une action en direction des féminines ou une action mixte, la frontière est parfois un peu ténue dans l'identification qu'on peut en faire avec nos associations sportives. Après, vous pointez du doigt effectivement un point qu'on a identifié, que d'ailleurs le commissaire du gouvernement de l'agence avait identifié également, et pour lequel on a un objectif d'amélioration pour les années prochaines, parce qu'on a encore un objectif d'amélioration des licences féminines notamment qui doit être amélioré, et aussi une structuration qui doit permettre d'accompagner l'ensemble des pratiques. Donc c'est effectivement un point sur lequel on a à cœur de s'améliorer pour les années prochaines. Vous avez évoqué sur votre intervention précédente les athlètes qui sortent du cercle. Est-ce que vous pouvez nous préciser ou nous indiquer quelles sont les conséquences concrètes, je pense notamment aux conséquences matérielles et financières, pour un athlète de sortir de ce cercle ? De manière générale, le cercle, c'est un suivi un peu plus précis en lien avec les conseillères et conseillers haute performance de l'agence, avec les maisons régionales de la performance. Mais l'objectif pour nous, c'est de maintenir l'ensemble des athlètes qui sont dans ce cercle et de l'élargir encore plus, parce que ça veut dire qu'on a plus de potentiel de résultats et de médailles olympiques et paralympiques. Donc il n'y a pas de conséquences directes, si ce n'est qu'on peut sortir du cercle parce qu'on arrête sa carrière, potentiellement aussi parce qu'on a une blessure qui nous éloigne trop des échéances qu'on identifie. Mais voilà, on est plutôt à vouloir élargir les athlètes qui rentrent dans ce cercle que l'inverse. Et la conséquence, elle est assez réduite dans le sens où les athlètes qui bénéficient des aides personnalisées de l'agence, c'est près de 2000 sportives et sportifs de haut niveau. Donc vous voyez, c'est bien plus large que les 500 ou 600 athlètes qu'on identifie dans le cercle de la haute performance. Et ça, ces aides personnalisées qu'on ventile en interaction avec les coachs, avec les directions techniques nationales, elles perdurent. On est bien conscient qu'il peut y avoir soit une blessure, soit une contre-performance ou des faits externes à la performance pure qui font qu'on peut être un peu éloigné des terrains, des stades, des piscines, et pour autant qu'on doit pouvoir y revenir avant l'échéance de 2024. Donc, et c'est notamment le cas, et bien sûr on ne sort pas du cercle de la haute performance si, quand on est une sportive de haut niveau, on a une grossesse et que voilà, on met au monde un enfant et qu'ensuite on doit revenir. Et bien là, il y a un accompagnement dédié. On a d'ailleurs, ces derniers mois, sous l'impulsion de notre ministre, alloué des financements dédiés à l'aide à la parentalité pour les sportives et les sportifs de haut niveau, justement dans ce cas de figure. J'entends parfaitement, mais comme quand ils sont suivis, qu'ils obtiennent des financements, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous nous disiez quelle est la moyenne des financements qu'ils reçoivent par mois, quel est le montant maximum qu'ils peuvent recevoir, mais s'ils sortent du cercle, je suppose qu'ils ne sont plus financés.
Donc, à minima, ils ont une perte financière, je suppose. Non, en fait, la différence, c'est ces fameux 40 000 euros par an. Et ces 40 000 euros, en fait, ils se font à partir de l'ensemble des revenus qu'un athlète peut générer. Donc, ça peut être des partenariats, ça peut être donc des partenariats privés, des mécènes, ou bien des relations avec des collectivités territoriales également qui existent. Et en fait, nous, avec le dispositif des aides personnalisées, on vient moduler notre accompagnement. Donc, si l'athlète perçoit déjà 80 000 euros par an, eh bien, on n'apporte pas de complément. L'argent public, à ce moment-là, est positionné vers des athlètes qui sont plus éloignés de ce seuil de revenu minimum. Par contre, on va continuer à les accompagner pour aller faire des stages, pour participer à des compétitions internationales, pour rémunérer des préparateurs physiques, mentaux, des kinés, des masseurs, etc. Donc, l'accompagnement existe toujours à travers la fédération. Mais les aides personnalisées, elles, sont modulées en fonction du revenu des athlètes. Et quand bien même on sort de ce cercle, il y a toujours des aides personnalisées. La moyenne des aides personnalisées, c'est à peu près 10 000 euros par an, mais on peut monter plus haut et on peut être un peu en deçà. D'ailleurs, là où les efforts se sont faits beaucoup ces dernières années, c'est à positionner notamment les athlètes paralympiques au même niveau d'aide personnalisée que les athlètes olympiques, puisqu'il y avait un décalage quand même assez fort entre les aides personnalisées pour les uns ou pour les autres. Alors peut-être quelles sont les autres aides personnalisées qui existent quand on sort du cercle, puisque vous venez de l'évoquer. Et peut-être aussi une interrogation, parce que vous avez évoqué la question des JO et des médailles, enfin des médaillables. Comment vous expliquez que, en fait, les critères de la haute performance ne permettent pas d'identifier tous les sportifs médaillés aux JO? Est-ce qu'il ne faudrait pas des critères peut-être plus qualitatifs, justement, pour pouvoir avoir tous ces athlètes qui sont dans ce fameux cercle? Alors, je pense que le travail qui est fait par notre pôle haute performance sur l'identification des médaillables, il laisse assez peu de place au doute sur des sportives et des sportifs qui pourraient avoir une médaille aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On le sait, la maturation d'une médaille d'or olympique, c'est en moyenne 6 ans, et d'une médaille d'or paralympique, c'est en moyenne 2 ans. Et généralement, à 6 mois ou 1 an des Jeux Olympiques ou Paralympiques, il est assez rare, voire ça n'existe quasiment pas, d'avoir un athlète qu'on n'a pas identifié, qui n'est pas soit dans les 500 athlètes du cercle haute perf, soit dans les 2000 qu'on soutient dans le cadre des aides personnalisées. Donc ça arrive très rarement. Ensuite, il y a effectivement de nombreux athlètes, et d'ailleurs on le voit très fréquemment dans les médias, et c'est souvent relayé par les médias, qui souhaitent participer aux Jeux Olympiques, qui s'entraînent pour ça, très très dur, et qui donc vont participer d'ici là à des test events, à des compétitions de référence, à des grands meetings ou à des grands championnats, et pour lesquels ces athlètes peuvent percevoir, si la fédération les identifie comme des potentiels, des aides personnalisées. Là, il n'y a aucun problème à ce qu'ils puissent en percevoir. Ensuite, il y a effectivement la question du ranking, c'est-à-dire l'objectivité, la réalité de la performance sportive. Et là, effectivement, quand on est 30e, 40e, 80e mondial, eh bien, il y a très peu de chances qu'en 6 mois, même si c'est le sport, donc il peut se passer beaucoup de choses, qu'en 6 mois, on devienne numéro 1 olympique. Donc effectivement, c'est ce qui fait que parfois, il peut y avoir quelques deltas entre ce qui se dit et notre identification qu'on essaye et qu'on veut la plus objective possible. En complément, il est quasiment très peu probable, quasiment impossible d'imaginer effectivement qu'émerge tout à coup une personnalité qui n'aurait pas été identifiée dans les 6 mois ou dans les 2 ans précédents. En revanche, il y a des aléas dans cette compétition de très haut niveau, ce concours d'exigences exceptionnelles que sont les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. Et pour en mesurer la bonne préparation et donc finalement la façon dont l'argent public a été employé, que ce soit pour les rémunérations des athlètes ou pour toutes les dépenses qui correspondent à la branche haute performance de l'Agence nationale du sport, nous avons prévu, et ça a été acté dans une décision de Matignon, de la Première ministre, une évaluation de l'impact des financements qui ont été octroyés au département de la haute performance, à cette direction, ce service de l'agence, après 2024, mesurer si l'emploi des fonds où il a été mis
a été efficace du point de vue de la sélection, du point de vue de la performance sportive? Est-ce que les choix ont été bons? Est-ce que les financements qui ont été versés à l'athlétisme, à la natation, au cyclisme ont correspondu à des actions qui étaient qui finalement ont été valorisées par les résultats obtenus? Et nul ne doute que cette évaluation extérieure et l'évaluation interne que fera de toute façon la ministre ou le ministre des Sports à ce moment-là, c'est-à-dire en 2025, contribuera fortement à orienter la suite du dispositif qui a été mis en place en 2019 pour la création, pour les Jeux, finalement, sur le volet haute performance, je dis bien, avec la volonté réellement de renforcer les moyens et de les orienter sur ce cercle qui a été préparé. Et voilà. Donc je me permets d'insister sur ce point parce que c'est quand même une méthode, là aussi, où on évalue. Vous évoquiez l'évaluation tout à l'heure des critères posés. Cette évaluation sera faite de manière extrêmement sérieuse et sur un travail qui est déjà largement engagé avec des critères qui ont été posés dès le départ. Simplement parce que vous posiez la question de la diversité des aides personnalisées. Vous dire que donc il y a effectivement des aides financières directes qui sont engagées par l'intermédiaire de ces aides personnalisées. C'est plus de 10 millions d'euros par an pour à peu près 2000 sportifs chaque année. Et en complément, eh bien, on actionne un certain nombre de dispositifs, notamment des contrats d'insertion professionnelle. Alors ça vaut pour les athlètes en reconversion, mais aussi en carrière. Également le pacte de performance, en lien et en partenariat avec la Fondation du sport français. Et tout ça est animé, alors soit au niveau national par notre cellule de suivi socio-professionnel de l'ensemble des sportives et des sportifs qu'on cible, soit par les maisons régionales de la performance en proximité dans les territoires, aussi bien pour les sportifs de haut niveau et les sportifs de haut niveau qui sont dans les CREPS, en internat, dans les pôles espoirs, dans les pôles notamment France, et en dehors des structures établissements publics pour justement leur apporter un accompagnement et aussi des revenus et aussi, bien sûr, un lien avec le monde professionnel pour développer soit les partenariats privés, le mécénat et une logique, bien sûr, d'insertion professionnelle réussie post-carrière. Une dernière question. Oui, donc je faisais la remarque parce qu'il me semblait, mais vous me corrigerez peut-être, que justement à Tokyo, il y a eu 10 médaillés qui n'étaient pas dans ce cercle, qui n'avaient pas été identifiés dans ce cercle de la haute performance, d'où ma question sur comment est-ce qu'on sélectionne et on travaille finalement sur ce cercle de la haute performance. Peut-être juste 2 petites précisions. Combien de sportives ou sportifs ont bénéficié de l'accompagnement parentalité? Ça serait intéressant de le savoir. Et quel est le revenu perçu par ailleurs par un athlète à partir duquel vous jugez que ce n'est plus nécessaire de verser une aide personnalisée? Pour Tokyo, je dis juste, mais Frédéric Sanor va compléter, que d'abord c'était 1 an et demi après la création juridique par la loi de l'agence qui elle-même n'était pas constituée dans tous ses services à ce moment complètement. Il faut du temps, ça a été rappelé, pour les Jeux Olympiques au moins 2 ou 3 ans, un peu moins pour les Jeux Paralympiques, pour être certain. Et bien évidemment, après Tokyo, les leçons ont été tirées de ce premier tri qui avait été fait pour constituer le cercle de la haute performance et l'ajuster de manière plus satisfaisante. Ce qui sera intéressant, c'est le bilan des tests de qualification qui ont été opérés tout l'été et qui vont continuer d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année et qui permettent de mesurer si beaucoup de ceux qu'on imagine pouvoir arriver à la sélection ont été effectivement qualifiés pour cela. Il y a quelques cas qui sont des mauvaises surprises, mais sur lesquels ensuite il y a une analyse détaillée qui est faite. Oui, et puis le fait de ne pas être systématiquement identifié dans le cercle haute performance ne veut pas dire que par ailleurs, ils sont identifiés, ils ont un accompagnement via les aides personnalisées, qui font partie des programmes des fédérations, et que donc à travers le contrat de performance signé entre l'agence et la fédération, eh bien, on n'intègre pas l'athlète pour préparer ses stages de préparation, l'emmener sur les compétitions, faire en sorte qu'il ait un staff technique autour de lui. Mais sur ce cercle haute performance, je redis, il y a une question de résultats sportifs en amont de la compétition,
et en lien et en discussion étroite avec les directions techniques nationales qui sont celles qui connaissent le mieux les fédérations. Peut-être juste sur la parentalité, vous posiez la question. Alors, il faut qu'on aille chercher l'information parce que je ne l'ai pas avec moi. C'est un dispositif qu'on a engagé assez récemment. Alors, il n'empêchait avant même ce dispositif que lorsqu'on avait des situations particulières, eh bien, dans le cadre des contrats de performance, on était amené à les traiter. C'est ce qui a pu se passer, notamment sur certaines sportives dans une fédération où on porte des kimonos de judo. On en a beaucoup entendu parler. Et puis, sinon, et donc on pourra très facilement vous faire passer les chiffres d'où on en est aujourd'hui de cette mesure un peu nouvelle qui a été impulsée par la ministre des Sports. Et puis, pour les aides personnalisées, eh bien, en fait, comme je disais, on estime, on évalue qu'à partir de 40 000 € de revenus par an, on peut se concentrer sur sa pratique sportive et qu'on n'est pas forcément obligé de démultiplier les autres emplois, les autres sources de revenus pour pouvoir se concentrer sur sa pratique sportive. Donc c'est un peu le seuil qui nous intéresse. Après, en fonction des besoins, parce qu'au-delà même de ce revenu, on n'envisage pas que l'athlète puisse aller plus loin sur le paiement d'un certain nombre de déplacements pour des compétitions, etc. Donc tout ça est pris en charge par la fédération dans le cadre du contrat de performance. Donc voilà, c'est des dépenses annexes qui sont évaluées. Encore une fois, c'est la fédération qui identifie les athlètes qu'elle accompagne, qu'elle prend en charge, qu'elle emmène en stage et qu'elle soutient sur les grandes compétitions pour lesquelles l'athlète est sélectionné. Donc, pour la question de la haute performance, donc, comme j'ai entendu ce que vous venez de nous expliquer, à savoir que là, ça a été créé que depuis 1 an et demi, je suppose que pour les JO de Paris 2024, on aura beaucoup moins de surprises sur les sportifs qui seront médaillés, qui seront donc normalement... Si le système fonctionne effectivement, ce sera un critère d'efficacité qui pourra être relevé. Si ce n'était pas le cas, mais nul ne peut écrire l'avenir parce que ça dépend finalement des hommes, mais oui, ils ont en principe toutes les conditions et ils ont été accompagnés dans les conditions qui leur permettront normalement de répondre à cet échantillon